Avant de commencer la vidéo, sachez que je publie 2 à 3 vidéos par semaine. Alors pour être mis au courant des sorties, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Ça me donne de la motivation et du courage pour continuer. Merci à vous. Les jumeaux, depuis la nuit des temps, semblent avoir un lien particulier. Certains pourraient décrire ce lien comme presque paranormal. Des jumeaux qui, par exemple, séparés, sans même se concerter, ont le même style de vie, de vêtements, voire même de voiture. Ils pourraient ressentir la douleur de l'autre à distance, ressentir si quelque chose ne va pas chez son frère ou sa sœur. C'est un lien très étrange qui les unisse et encore aujourd'hui, la science essaie de comprendre certains mécanismes. Tout ceci serait lié aux facteurs génétiques ou y a-t-il encore autre chose ? Dans cette vidéo, nous allons parler d'une affaire très étrange de 2 jumelles qui sont surnommées par la presse les sœurs silencieuses. Une affaire qui mélange l'amour, des rivalités et des mystères. Le 11 avril 1963 naissent les jumelles June et Jennifer Gibbons sur l'île de la Barbade, située dans les Antilles britanniques. Gloria et Audrey Gibson sont les heureux parents de ces magnifiques jumelles. La famille s'installe ensuite en Angleterre, à Haverfordwest, dans le pays de Galles. Ils vivent dans un endroit paisible, dans la campagne galloise. Le village est constitué de petits cottages. Le père est souvent absent. Son travail lui prend beaucoup de temps. Mais il veut que la famille vive le mieux possible, n'hésitant pas à multiplier les heures de travail. La mère reste donc souvent seule avec les jumelles. Mais ce cadre de vie n'était pas aussi magique que ça. Les habitants du village se méfient de la famille. En effet, ils ont des réticences avec les gens de couleur. Les interactions avec les habitants sont donc très compliquées, les préjugés sur les personnes de couleur étant encore très présentes à cette époque, et dans cette région reculée du pays de Galles. Ce racisme, la famille le subit au quotidien. Tous ces regards lourds de sens, où qu'ils aillent, quand ils font leurs courses, à l'école ou dans la rue. On les salue très rarement, et tout ce climat les isole de plus en plus. La sociabilisation est très compliquée. Quelques années après la naissance des jumelles, la famille s'agrandit. Rose devient la 3e fille de la famille. Les jumelles qui ont bien sûr depuis grandi développent des signes assez étranges. Elles restent muettes. Les parents pensaient que ça pouvait être lié à la naissance de Rose. Elles sont peut-être jalouses, pensa-t-il. Les jumelles sont très fusionnelles et à part leur mutisme, elles paraissent tout à fait normales. Par exemple, sur les photos de famille, elles ont le sourire et leur complicité se sent sur la pellicule. Presque tous les jumeaux ont cette fusion, d'autant plus quand ils sont enfants. Mais pour les jumelles Gibson, les choses ne vont pas s'arranger et des comportements de plus en plus étranges arrivent. À la maison, elles refusent de communiquer avec la famille. Elles parlent entre elles par un langage des signes qu'elles ont inventé pour ne pas qu'on le déchiffre. Mais cette situation qui est encore gérable à la maison se complique en collectivité. À l'école, elles reproduisent le même schéma qu'à la maison, se montrant également muettes. Même la maîtresse n'arrive pas à avoir une réponse de leur part. Elle les pense timides ou alors émet l'hypothèse qu'elles ne parlent pas bien la langue et qu'elles ont donc honte de parler. Malgré tout, l'ensemble des professeurs commence à penser que les jumelles se moquent d'elles et des autres élèves. Normal, me direz-vous, elles se chuchotent des messages codés à l'oreille et snobent les autres personnes. Évidemment, vu leur mode de communication, les relations avec les autres enfants, qui n'étaient déjà pas au beau fixe, se dégradent de plus en plus. Et pour ne rien arranger, ce sont les seuls enfants de couleur dans l'école.
Et comme on connaît la méchanceté dont peuvent faire preuve les enfants, les jumelles deviennent des boucs émissaires. Elles subissaient du harcèlement, des gros mots, menaces, on leur balançait des objets sur la tête, on leur mettait même la tête dans la cuvette des WC. Cela était un enfer pour elles. Mais les jumelles subissent ces supplices et ne résistent à aucun moment. Elles se laissent littéralement faire en se blottissant l'une contre l'autre. Elles gardent pour elles tous ces moments qu'elles subissent par honte et par peur des représailles des autres élèves. Elles ne le disent à personne. Le seul moment où elles expriment leur colère est dans leur chambre, où elles s'acharnent sur leurs jouets. Elles enlèvent les yeux de leurs poupées, les démembrent, et encore d'autres carnages. Et dès que les poupées sont abîmées, elles leur inventent des rôles pour des pièces de théâtre qu'elles inventent. Dans la rue, les fillettes ont une démarche très figée, très raide. Si la moindre personne leur parle, elles baissent la tête et s'enfuient. Les parents ne comprennent pas. Les traitements pour ces troubles n'existant pas encore à cette époque ou sont encore très lourds avec des effets secondaires très dérangeants qui pourraient risquer d'endormir les fillettes et de les rendre très léthargiques. L'école, quant à elle, les isole de plus en plus, que ce soit les élèves et même les professeurs. Elles ont le droit, par exemple, de quitter les cours plus tôt que les autres pour ne plus être dans l'établissement et pour éviter des conflits qui peuvent arriver à la fin de la journée quand tout le monde sort de classe. Les années passent et les jumelles sont encore plus isolées. Leur méthode de communication codée se développe encore plus. Personne ne comprend leur communication. Chose étonnante, de temps en temps, leur petite sœur Rose a le droit d'écouter leurs discussions et peut y participer. C'est la fin des années 70. Les jumelles sont maintenant adolescentes. C'est la période hippie où la libération sexuelle était mise en avant. Mais à 14 ans, les jumelles ont toujours ce problème de langage. L'école fait pression sur les parents pour qu'elles emmènent leurs filles chez un spécialiste de la puberté. Ces spécialistes envisagent de séparer les jumelles pour les aider à régler leurs troubles. Elles sont ensuite envoyées dans 2 internats différents. Ces établissements sont très stricts et les jumelles ne sont pas bien. De plus, elles sont loin l'une de l'autre. Elles sont encore dans leur mutisme et ne mangent pas grand-chose. Des troubles de l'humeur font leur apparition et les jumelles peuvent passer d'une catatonie, donc ne plus bouger, ne plus rien faire, à des excès de rage. Ni les professeurs, ni les autres élèves n'arrivent à les aider. June cesse de s'habiller, de se lever, de s'alimenter. Sa sœur ne va pas mieux. Elles sont ensuite placées en asile psychiatrique. Le docteur Tim Thomas prend en charge le dossier. Il décide de ne plus les séparer et de les mettre ensemble pour essayer d'améliorer leur état. Leur état s'améliore avec le temps. Peu de temps après, elles rentrent à la maison. Elles ne vont plus à l'école et les choses semblent aller mieux. Elles s'intéressent à la lecture et à l'écriture. Elles tiennent un journal intime. Elles sont inscrites à un cours par correspondance de rédaction. Elles aimeraient partir aux États-Unis parce qu'elles sont fascinées par ce pays. Elles se mettent à écrire des histoires. Elles choisissent la ville de Malibu en Californie pour intégrer leur récit. Elles enregistrent même leur récit sur dictaphone. Au début, c'était des histoires d'amour, des romances, mais les histoires, au fur et à mesure qu'elles grandissent, étaient de plus en plus étranges. Elles étaient glauques, à caractère sexuel et violentes. Un style d'écriture et des histoires vraiment troublantes. On y retrouve des tueurs, la mafia, des drogués, des prostituées. Ce sont les personnages principaux de leurs histoires. Ces récits au fond ne seraient-ils pas la mise en forme de leur mal-être ? June écriva par exemple une nouvelle qui s'appelle Pepsi Cola Addict. Cette histoire raconte le destin d'un garçon homosexuel amoureux de son professeur qui est violé en prison. Jennifer, quant à elle,
se passionne pour les implants et écrit la nouvelle The Pogolest qui parle d'un médecin qui tue son chien pour sauver son fils cardiaque en lui implantant le cœur du chien. L'esprit du chien, dans la nouvelle, revient de l'au-delà pour se venger. D'autres nouvelles sont écrites par la suite. Les deux sœurs souhaitent de tout cœur faire publier leurs écrits. Elles tentent chez l'éditeur New Horizon qui encourage les jeunes talents. Elles essaient aussi de postuler dans un magazine pour devenir rédactrices. Mais aucun n'acceptera et trouveront les nouvelles trop glauques, trop violentes, avec trop de sadomasochisme, en plus venant de jeunes filles comme elles. Les jumelles dépriment, leur vie sociale est inexistante. Elles aimeraient tellement rencontrer des garçons. Quelques mois plus tard, leur vœu est exaucé. 2 garçons s'installent dans leur voisinage. Ce sont 2 frères. Les couples se forment. Mais les relations deviennent de plus en plus inquiétantes et violentes. Les garçons font découvrir aux jumelles les drogues dures, l'alcool. Et les filles vont même jusqu'à fuguer de la maison pour dormir avec leurs copains. Mais dans ce genre de relation, des rivalités apparaissent. June tenta d'étrangler Jennifer avec une cordelette, étant influencée par son petit copain. Et Jennifer essaya de noyer June dans un fleuve en lui enfonçant la tête dans l'eau. C'est vraiment une ambiance oppressante qui se dégage de ces relations. Les copains des jumelles les incitent même à cambrioler des maisons. Mais tout se termine un jour. Les 2 frères décident de quitter les jumelles. Les sœurs sont désemparées. Elles se mettent à voler dans les magasins, cambrioler les maisons et consomment de la drogue. La relation entre John et Jennifer se détériore au fur et à mesure. Elles commencent à se détester, elles se battent. La seule chose qui maintient encore leur relation est leur passion pour la rédaction de romans et de nouvelles. Les écrits deviennent de plus en plus morbides, mais ça ne leur suffit plus pour exprimer toute leur rage. Mais le pire n'est pas encore arrivé. Les jumelles veulent évacuer toute la rage qu'elles ont en elles. Elles décident, le 24 octobre 1981, de mettre le feu à un dépôt tracteur dans leur village. Les jumelles regardent le brasier complètement fascinées par ces flammes, détruisant la construction. June écrit dans son journal intime après l'incident « Je l'ai brûlé, aujourd'hui le dépôt, avec l'aide de Jennifer bien sûr. Le plus grand moment de ma vie. Nous avons ouvert tous les bidons d'essence et nous l'avons répandu partout. Pouvez-vous croire que je suis l'incendiaire de Haverford ? Mon charmant feu glorieux. Une image qui restera dans mon esprit pour toujours. Oh, quel esprit pécheur, mauvais et égoïste. Je sais que le Seigneur me pardonnera, nous pardonnera. Ce fut une année longue, douloureuse et difficile. Est-ce que je ne mérite pas d'exprimer ma détresse ? June est la meneuse de tous ces méfaits, et Jennifer la suit, comme soumise à elle. La pyromanie des jumelles va continuer de plus en plus belle, et avec encore plus de violence. Quelques mois après cet incendie, elles essaient de pénétrer dans des habitations pour incendier la maison avec les habitants dedans. Elles commettent 3 incendies dans des maisons. Heureusement, aucune victime ne fut à déplorer. Les parents ignorent l'activité de leurs filles. Ils s'étonnent juste de moins en moins à les voir. Les filles sortant à des heures souvent improbables. Mais tout s'arrêta quand elles organisèrent un autre incendie dans un collège pour qu'il y ait le plus de dégâts et de morts possible. Elles ont été prises en flagrant délit. La veille, elles préparaient les bidons et d'autres matériels pour leur plan diabolique du lendemain. Elles sont arrêtées par la police et mises en garde à vue. La police fouille la maison des jumelles et examine le journal intime.
La veille de l'incendie, June a écrit « Les jumelles ont vécu leur enfance isolées ensemble et elles voulaient trouver leur voie. » L'affaire commence à faire grand bruit avec comme gros titre « Les jumelles pyromanes ». Les journalistes pensaient tomber sur une famille dysfonctionnelle et étaient étonnés de voir l'équilibre dans le foyer. Les jumelles restent dans leur mutisme pendant les interrogatoires et les médias les surnomment alors Silent Twins. En français, les jumelles silencieuses. Une journaliste, Marjorie Wallace, essaie de se rapprocher des jumelles et tente de les faire parler. Et c'est avec surprise que les jumelles acceptent de se confier à elle. Le procès des jumelles s'ouvre en mai 1982. Face au tribunal, elles plaident coupables, mais elles resteront dans le mutisme le plus complet. Elles écopent de 14 ans de réclusion criminelle pour différents délits, comme déclenchement d'incendie volontaire et tentative de crime organisé avec préméditation, entrée par effraction, consommation de stupéfiants et vol à l'étalage. De grosses accusations donc. Vu leurs antécédents médicaux, elles évitent la case prison et sont emmenées dans un établissement psychiatrique, qui est l'hôpital psychiatrique de Broadmoor. Elles n'ont que 19 ans et font partie des plus jeunes de l'établissement. Dans cet établissement, elles partagent un dortoir avec d'autres malades qui sont dangereux et qui ont déjà commis des crimes. Elles comprennent alors la gravité de leur situation et se remettent enfin en question. Les mois d'internement sont un enfer pour les jumelles. Avec une routine fatigante, tous les jours la même chose à faire, l'heure du lever, les repas et toutes les autres tâches. Elles sont soignées avec des médicaments qui les fatiguent. Heureusement que leur mère leur rend visite de temps en temps, mais c'est très rare. Mais étonnamment, les jumelles commencent à s'habituer à cette nouvelle vie. Marjorie Wallace, la journaliste qui a pu se rapprocher d'elles, les appelle souvent par téléphone et leur rend visite. La journaliste voit l'évolution plutôt positive des sœurs dans l'établissement. Les sœurs suivent des cours de chant et ça leur fait beaucoup de bien. Elles prennent également des cours de l'université dispensés dans l'hôpital, des cours qu'elles ne loupent jamais. Les cours de chant qu'elles prennent sont d'ailleurs étonnants pour des filles qui ont fait le choix du mutisme. Après 12 ans dans l'établissement et grâce à leur bonne conduite, il est décidé qu'elles seront transférées à la clinique généralisée de Caswell. Dans cette clinique, il y aura plus de liberté. Les jumelles se sentent soulagées, elles auront accès à un parc et pourront même faire leurs courses accompagnées, bien sûr. Mais cette apparente sérénité va cacher un drame. Avant de quitter l'asile, June prend contact avec la journaliste Marjorie Wallace pour lui annoncer que sa sœur Jennifer doit maintenant mourir. La journaliste, qui pensait que les jumelles étaient libérées de leurs démons, est décontenancée. Jennifer lui confie également la même chose. Elle lui dit « Marjorie, je vais devoir mourir ». Marjorie pense à un sacrifice volontaire. June et Jennifer a établi un pacte avant de quitter l'asile. Si l'une d'elles parvient à s'en tirer, l'autre devra se retirer et lui donner sa vie pour qu'elle puisse continuer à aller de l'avant. Sinon, il serait impossible que toutes les deux s'en sortent indemnes. Le cas des sœurs devient encore de plus en plus étrange. Jennifer, qui souhaite mourir pour sa sœur, aurait pris cette décision il y a déjà des mois. En effet, le personnel soignant a déjà surpris des disputes entre les sœurs qui n'arrivaient pas à se décider de qui devra mourir en première. Et dans leur dispute, Jennifer se porte volontaire. Fait étrange, le jour où elle quitta l'asile, Jennifer tomba dans le coma et mourut. Elle a eu une péricardite, qui est une inflammation de l'enveloppe du cœur. Un timing vraiment étrange qui nous plonge dans l'incompréhension. C'était à quelques jours de leurs 30 ans. June sera de longs mois en dépression après le décès de sa sœur, mais remonta la pente progressivement.
June avoue à Marjorie, la journaliste, qu'elle a pu se libérer de Jennifer, qui a laissé sa vie pour elle. Le Royaume-Uni se passionne pour cette histoire grâce aux pages écrites par la journaliste dans son journal pour rendre un dernier hommage à Jennifer. Elle écrivit un titre intitulé Silent Twins où elle relate toute l'histoire. La journaliste les décrit comme des filles sympas, ouvertes et qui se sont confiées facilement à elle. C'était probablement la seule personne à qui les jumelles faisaient confiance. June est retournée vivre chez ses parents, s'exprime maintenant bien et n'a plus de troubles psychiatriques. Elle donne des interviews sur le thème des jumeaux dans de nombreux médias. Elle s'est enfin intégrée dans le village de son enfance et a pu trouver des amis. Elle dit vivre à travers sa sœur. Elle a aujourd'hui la soixantaine. La mort de Jennifer reste encore aujourd'hui un grand mystère et leur mutisme interroge encore de nombreux psychiatres. Une autre question reste en suspens. Pourquoi Jennifer a-t-elle vraiment laissé sa vie pour laisser vivre June ? Et surtout cette June qui dominait Jennifer. Alors en quoi était-elle libérée ? Alors que Jennifer semblait surtout être la suiveuse. Le mystère reste encore entier.